Pour certains d'entre vous qui ont manqué certains des classiques de la saga Alien, cet épisode 5 offre un répit bienvenu après la politique et les mystères de l'île de Neverland. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Tout au long de cette heure de ce nouvel épisode de science-fiction, nous découvrons quelques visages associés aux intrigues majeures de la série. L'épisode 4 nous avait incité à nous demander si Hermite allait devenir le prochain hôte xénomorphe. Avec cet épisode, nous sommes projetés dans le passé pour découvrir ce qui s'est réellement passé à bord du vaisseau spatial. Babou Cissé, convaincant mais un peu sous-utilisé dans le rôle de Moreau, a enfin son heure de gloire. Si Cissé offre sans conteste la performance la plus remarquable de l'épisode, notre équipage hétéroclite n'est captivant que par le mystère de sa mort. On n'en apprend pas beaucoup sur son passé qui justifie pleinement l'extrême gravité de son action dans la série. L'histoire de son arrivée à bord du vaisseau et de son abandon de vie est émouvante, mais sa caractérisation est un peu mince, ce qui devient un thème récurrent dans la série. L'épisode 5, dans l'espace Personne, alias l'épisode qui fait un remake d'Alien sans se cacher, est un épisode extrêmement bien ficelé. Le titre du 5e chapitre de la série est tout à fait révélateur. C'est évidemment une interprétation du célèbre slogan du film original. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Mais ce sont les points de suspension qui font toute la différence. Ces points de suspension disent « vous connaissez la suite », etc. Plus encore, c'est emblématique de la corde raide sur laquelle cette série a évolué depuis son annonce. Cet épisode nous ramène aux événements qui ont conduit à l'atterrissage forcé du Maginot sur le territoire de Prodigy. Les premiers instants du premier épisode recréent déjà avec brio le mythique Nostromo, décor du film original de Ridley Scott. Mais l'épisode 5 va encore plus loin. Cet épisode d'une heure reprend quasiment l'intégralité d'Alien. Des ingénieurs sans méfiance sont victimes de la nature extraterrestre. Des membres d'équipage ignorent les protocoles de quarantaine malgré les avertissements d'autres membres d'équipage plus intègres. Et un homme se fait transpercer par derrière et projeté dans les airs, la lame lui transperçant la poitrine. Noah Hawley, qui a lui-même réalisé l'épisode, remixe chacun de ces éléments, à l'exception des ingénieurs. Il remplace parfaitement le duo indétrônable Parker et Brett de 1979. Mais dans ce 5e épisode, ce n'est plus Ripley qui parle avec du bon sens, mais Moreau. Et au lieu du xénomorphe qui plante sa queue dans le torse d'une victime sans méfiance, c'est un nouveau Moreau. La véritable leçon à tirer, c'est que cet épisode est une nouvelle occasion de mettre en avant le personnage de Moreau. C'est un chapitre entier qui le présente sous un jour différent, une lumière pas si subtilement teintée de Ripley. Il a une fille décédée pendant sa mission et, même si nous ne l'avons découvert qu'avec la version Director's Cut d'Alien de James Cameron, Ripley aussi. Mais soudain, son attitude froide et impitoyable, son attitude de rien à perdre et son affirmation selon laquelle les créatures qu'il ramena à Yutani étaient l'œuvre de sa vie, commence à susciter un peu plus de sympathie. On peut au moins s'y identifier, même s'il manipule un hybride en menaçant les membres de sa famille. Mais cet épisode prouve une fois de plus que la série est meilleure quand Babou Cissé est à l'écran, même si le personnage est loin d'être parfait. Le reste de l'équipage du Maginot n'est pas loin derrière. C'est une bande de jeunes passifs-agressifs, ils n'ont pas l'air d'être des gens bien, même un tout petit peu. Certes, l'assistant ingénieur spatial Malakith n'est qu'un idiot, surtout là pour faire l'idiot. Les scénaristes peuvent l'utiliser comme prétexte pour écrire des explications. C'est un excellent procédé, soit dit en passant. S'il n'était pas idiot, il n'y aurait aucune raison de parler à voix haute de choses élémentaires que tout le monde devrait savoir. Il ne méritait probablement pas d'être vidé de son sang par des tiques spatiales, mais tous les autres à bord du vaisseau, au minimum, ont contribué par leur incompétence à leur propre disparition. Mais ce qui rend cet épisode si impressionnant, c'est son ironie dramatique. Je ne suis généralement pas fan des flashbacks et l'ironie dramatique est un procédé souvent mal utilisé. Un épisode entier à mi-saison qui revient en arrière pour voir le début d'une histoire dont on a déjà vu la fin n'est donc pas mon style de télévision préféré. Mais dans ce cas précis, c'est une structure astucieuse. Narrativement parlant, tout cela aurait pu se retrouver dans le premier épisode, et la série aurait pu se dérouler chronologiquement, et cela aurait été parfait. Toutefois, si les premiers extraits de l'épisode 1 étaient une adaptation de quelques moments emblématiques d'Alien, faire un Alien 5 complet quelques épisodes plus tard est une proposition aussi risquée que se frotter un xénomorphe. Si la série avait commencé par un remake du film original, je ne sais pas s'il aurait reçu la reconnaissance qu'il mérite. Les comparaisons avec l'original étaient peut-être trop autoritaires, trop défavorables pour que la véritable histoire de cette saison se déroule sans rancune. En l'état actuel des choses, placer le flashback dans l'épisode 5 nous permet de passer un moment précieux avec Moreau, tandis que la révélation de l'implication de Boy Cavalier dans le sabotage contribue à déplacer le rôle d'antagoniste officiel vers lui et non vers Moreau.
Cavalier est clairement un connard sans scrupules, mais maintenant que nous savons que tout cela est de sa faute, il est bien pire. Cela ajoute encore à la tragédie, même minime, qui se joue chez Moreau. Il a toujours été un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, mais cela ajoute une couche supplémentaire à cela, et une raison de plus de continuer à regarder la série. Noah Hawley tente de s'inspirer du format Alien tout en trouvant le moyen de déjouer nos attentes et de maintenir l'excitation de la formule. Il y parvient parfois, car la mutinerie est captivante et la dichotomie entre le xénomorphe et les autres espèces extraterrestres collectées par l'équipage fait avancer l'histoire dans la bonne direction. T-Ocellus devient rapidement encore plus terrifiant que le xénomorphe, et la série nous pousse à nous demander si nous aurons plus d'action entre les deux espèces rivales. Toutefois, la mutinerie elle-même souffre du même problème que le développement de personnages comme Moreau. La série ne s'est pas efforcée d'aborder des questions plus profondes et interrogatives sur les questions de classe et d'assujettissement. Celles-ci sous-tendent chaque décision et interaction entre les personnages. Toutefois, si cette conversation est présente dans un coin de notre tête et qu'il est compréhensible que quelqu'un soit poussé à bout et trahisse l'équipage après avoir donné sa vie, cet épisode utilise la trahison comme un élément narratif et non comme une opportunité d'enrichir les thèmes de la série. Quant à l'exécution, l'épisode est magnifique et la mise en scène de Hawley est passionnante à regarder. Les 2 derniers épisodes nous ont privés d'action xénomorphe et celui-ci a tenu toutes ses promesses. Un épisode de ce type peut parfois faire complètement l'impasse sur l'histoire, mais cet épisode nous apprend une chose, Boy Cavalier est responsable du crash et a tiré plus de ficelles qu'on ne le pensait. Un bon rebondissement qui n'a pas fallu longtemps pour pressentir, car notre génie préféré a préféré mettre de côté son projet Peter Pan au profit de ses nouveaux sujets de test. C'est une série qui n'a pas besoin de rebondissement, mais j'avoue que la fin de Boy Cavalier devient plus obscure, et j'ai hâte de voir ça. S'il est vrai que dans la saga Alien, une fois le xénomorphe éclos, l'enfer ne tarde pas à se déchaîner, de nombreux fils conducteurs méritent qu'on s'y attarde avant la fin de la saison 1. Dans les derniers instants de l'épisode 5, Moreau se révèle également profondément loyal envers Yutani, car sa grand-mère l'a généreusement recueilli et lui a donné un nouveau bras, remplaçant celui qui était paralysé et faisant de lui un cyborg. Il a également juré de tuer Boy Cavalier, insistant auprès de Yutani sur le fait qu'il ne fallait pas faire confiance à Prodigy. Cet épisode se conclut donc avec Moreau en route vers l'île, prêt à mettre son plan à exécution. Mais comme nous l'avons vu, Boy Cavalier a, la plupart du temps, une longueur d'avance sur tout le monde, attendant de voir si quelque chose d'intéressant va enfin se produire. Pour son bien et le nôtre, j'espère que cela arrivera bientôt. La série a été une aventure palpitante, mais ne m'a pas encore choqué, et j'espère qu'après cet épisode, la série me fera réfléchir autant qu'elle me fera tiquer. Il reste 3 épisodes de la saison 1, et je suis prudemment optimiste. Lorsque les désirs et motivations contradictoires de Moreau, Wendy et de Boy Cavalier se croiseront enfin, ce sera plus que ce qu'ils pourront gérer. Alien Earth nous a donné du fil à retordre avec l'épisode 5, mais de nombreuses histoires attendent de captiver notre attention la semaine prochaine. Bien que Moreau ait initialement soupçonné Raim et Tang d'être des saboteurs à bord du Maginot, il s'avère que le véritable conspirateur est l'ingénieur en chef Petrovich. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de libérer les spécimens extraterrestres, car il aurait été une proie au même titre que le reste de l'équipage, l'incendie et l'explosion qu'il a déclenché ont libéré 2 facehuggers. Par contre, les autres extraterrestres qui ont réussi à s'échapper ont réussi grâce à leur intelligence et à leur technique de survie trompeuse. Tang expliqua à Moreau que ce n'est pas parce que l'ordinateur mère indique qu'une capsule cryogénique est pleine que cela signifie qu'elle est en permanence. Cela signifie que Petrovich faisait semblant d'être en cryo-sommeil, avait quitté sa capsule et avait piraté l'ordinateur pour passer inaperçu. Petrovich se cacha dans les zones mécaniques du vaisseau, déclencha l'incendie et déclencha l'explosion. Il semble que Tang ait caché cette information et connaissait l'existence du saboteur, mais ait choisi de garder le silence. Petrovich fit exploser le Maginot après avoir mis le feu aux commandes du moteur du vaisseau. Comme l'explique un ingénieur, ces contretemps ont transformé le Maginot, autrefois vaisseau spatial, en missile et finalement en flèche, visant la Terre, puisqu'ils ont perdu tout contrôle de navigation. Moreau découvre que c'est exactement ce que Petrovich avait prévu en organisant l'atterrissage forcé avec Boy Cavalier, qui lui avait promis une grosse somme d'argent si le Maginot atterrissait dans son royaume. Grâce à un appel vidéo enregistré dans les archives numériques du Maginot, Petrovich conclut un accord avec Boy Cavalier qui l'autorisa à écraser le vaisseau spatial sur Prodigy City, sachant que cela ferait des milliers de morts. Petrovich révéla à Boy Cavalier l'existence des spécimens extraterrestres, cachés dans le dos de son équipage Weyland-Yutani. Faire s'écraser le vaisseau sur le royaume de Boy Cavalier était le seul moyen de garantir que les spécimens atterrissent sur son territoire. Petrovich a exprimé à Boy Cavalier ses frustrations envers l'équipage, la mission et les lourdeurs administratives liées à son emploi chez Weyland-Yutani. Mais ses propos sont restés lettre morte. Il était principalement motivé par la fortune qu'il gagnerait en sabotant la mission du Maginot et en l'introduisant sur le territoire de Prodigy. Petrovich souhaitait également un nouveau corps, ayant apparemment entendu parler de l'innovation hybride de Prodigy qui a donné naissance à Wendy et aux autres garçons perdus.
En fin de compte, la trahison de Petrovitch n'a servi à rien, car Moro le tue vers la fin de l'épisode 5. Ces derniers mots, vous ne pouvez les arrêter, ils volent leurs monstres, restent vagues pour Moro, qui ne comprend pas encore toute l'intrigue, mais font clairement référence aux Maginot, à Bocavalier et à Yutani. Ça y est, on sait ce qui s'est passé sur le vaisseau spatial, on va pouvoir terminer cette saison correctement. Par contre, Tiocellus, incroyable, les couilles, bon même si c'est un œil, incroyable pour sauter comme ça sur le xénomorphe avec un corps humain et essayer de le mordre, c'était incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.